si vous voulez, on est quand même dans une période où on voit bien que tout peut basculer. On est vraiment à un point de bascule très important de l'histoire qui dépasse même 1989 ou 1945. Je pense qu'on est presque sur quelque chose comparable à 1492, c'est-à-dire découverte de l'Amérique, réforme protestante et imprimerie. Là, on voit bien l'IA, renouveau spirituel, Oui, découverte de nouveaux messianique, mondes. On voit qu'on est vraiment sur un énorme ésotérisme, point de oui. bascule. Mm. Voilà. Et on voit que dans cette époque, malgré tout, Emmanuel Macron a un rôle. En tout cas, des puissances veulent le voir jouer un rôle. Je citais la façon dont il avait été présenté à Jeffrey Epstein. Je signale, donc c'est vraiment le message que je veux faire passer, c'est-à-dire ne pas attendre 2027 en se disant de toute façon il ne peut pas se représenter. Oui, Le fruit va tomber de l'arbre. Je cite juste un exemple. Par exemple, Didier Lallemand. Il y a aucun arrêté au journal officiel, mais par exemple Didier Lallemand, qui est celui qui a maté, ce préfet, qui avait maté les gilets jaunes mm. pour le compte du régime, passe aujourd'hui ses journées à Ballard, c'est-à-dire au siège de l'état-major des armées, puisqu'il a été chargé par Emmanuel Macron de préparer en cas de conflit de haute intensité la coordination entre les administrations civiles et militaires. Vous voyez, on en est là. Sans compter les innombrables postes de la République qui sont en train d'être verrouillés. Alors l'exemple le plus connu, ça a été évidemment Amélie de Montchalin à la Cour des comptes, Oui, mais Richard Ferrand a précédé au Conseil constitutionnel, il est là pour 9 ans. Emmanuel Moulin, oui. qui devrait prendre la présidence de la Banque de France. Marc Guillaume, qui était tombé dans l'affaire Duhamel, puisqu'il était secrétaire général du gouvernement, tombé dans l'affaire Duhamel, pressenti à la vice-présidence du Conseil d'État. Oui, ça Euh, semble une affaire bien qui se construit pour pas pour abandonner les postes, voilà, ça c'est clair. Éric Ouais. Dupond-Moretti, pressenti pour être défenseur des droits. Enfin, il y a tout un tas Mm. de nominations aujourd'hui quand vous lisez le bulletin quotidien ou Oui, journal officiel, ce genre de choses. Il est très clair, et valse des préfets, etc., etc. Il est très clair que à minima, Macron verrouille ah, les postes clés oui, de l'État alors c'est présenté comme ça, en cas d'arrivée du RN au pouvoir. Mais le pouvoir, c'est précisément que on ne remet pas le dentifrice dans le tube. Donc ils feront tout pour qu'il n'y ait pas d'alternance. Alors et ce sera pas forcément Édouard Philippe, hein. Il y a vraiment, là, en plus la constitution de la Cinquième République, je suis pas constitutionnaliste, mais offre quand même des possibilités très larges pour contourner le processus démocratique. Et honnêtement, Emmanuel Macron est assez peu respectueux, contrairement par exemple à François Hollande, disons-le, qui lui était un homme de la Troisième République, qui est vraiment le président du Conseil général de Corrèze. Alors que Emmanuel Macron, lui, il a vraiment beaucoup plus cette vocation de dictateur. Et d'ailleurs, on voit très bien dans les éléments de langage qui sont distillés, est-ce que Jean Castex sera le Medvedev de Macron? Donc là, en fait, quand on distille des éléments de langage comme ça à la presse, c'est-à-dire qu'en fait, on est en train de nous dire, nous sommes dans un régime illibéral, mm. puisque le Medvedev de Macron, ça veut dire C'est c'est Poutine, hein. Oui, Macron c'est voilà, Poutine. c'est Oui. comment Poutine avait contourné Mm. le fait qu'il ne pouvait pas faire plus de 2 mandats. Donc Mm. en fait, en marche, en fait, derrière l'opération Macron, il faut bien comprendre que c'est une application du système russe en France, mais non pas du système russe, mais du système russe tel que les élites françaises le perçoivent. C'est-à-dire un dirigeant, une prédation oligarchique et un État profond pour mettre la population au pas, que ce soit le FSB en Russie et les réseaux que je viens d'écrire avec comme exemple paroxystique Didier Lallemand. Alors Voilà. oui, Donc en fait, oui. c'est ça le macronisme. C'est une transposition de Russie unie, c'est-à-dire un parti fantoche, hein. C'est du fonctionnement politique et économique russe tel que les élites françaises
le perçoivent. Je dis pas que c'est la même chose, c'est tel qu'elles le perçoivent. Et d'où ce tout est permis. C'est ça qu'il faut comprendre. D'où ce tout est permis et ces éléments de langage exposés qui nous sont exposés. C'est-à-dire le Medvedev, Jean Castex pourrait être le Medvedev Oui, puis alors c'est quand même de pas. Macron. Oui. Voilà. Non, Euh, mais on voit, c'est tellement grotesque. Jean Castex, enfin, tout le monde a oublié. C'est oui. comme Jean-Marc Ayrault, hein, qui a été Premier ministre, mais plus personne ne s'en rappelle. Jean Castex, c'était une espèce de d'ectoplasme invraisemblable. Hein, on le porterait à la présidente de la République, ça montre bien. Mais le caractère, enfin, je veux dire, il se croit tout permis. Oui. Mais je pense que le problème qu'ils ont, c'est que l'opération Medvedev-Poutine se faisait dans un contexte complètement différent, avec un parti Russie Unie qui était effectivement un parti hégémonique, qui est un des successeurs hein, de ce qu'était le PCUS, ou le successeur d'ailleurs. Non, là il s'agit d'autre chose, c'est-à-dire que je pense que ces techniques, ils savent très bien qu'ils peuvent pas se permettre, tu viens de le dire, une alternance quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit, parce qu'il y aura reddition de comptes. La rage et la haine de ce système est Oui. telle que, hein, donc on a matraqué les gilets jaunes, on a encadré la population dans une dystopie autoritaire invraisemblable à l'occasion du Covid. Enfin, tout ça fait que ce pays est en voie de fascisation. Ça, c'est, enfin, de fascisation. Attention, hein, c'est pas le fascisme de l'entre-deux-guerres. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est que qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer? Il y a deux solutions. Soit ils font élire, c'est plutôt ma thèse, ils font élire grâce à tous les moyens dont ils disposent, ils font élire qui ils veulent, une marionnette, hein, qui ensuite, pourquoi pas, nommerait Emmanuel Macron Premier ministre. Hein, il ne peut pas faire de mandat en attendant de revenir 5 ans plus tard. Hein, ce serait l'opération Medvedev-Poutine. Soit il n'arrive pas à tout maîtriser à l'occasion de ce scrutin présidentiel et ils ont mis en place tout un dispositif qui rendra impossible l'exercice du pouvoir par celui qui serait élu à ce moment-là. Impossible, il sera trop encadré, ce sera trop difficile, la moindre initiative sera suivie et puis il se retrouvera effectivement devant les tribunaux très rapidement. Tout son système s'entend, hein, puisque lui, s'il y avait un candidat qui ne leur convenait pas, qui devenait président de la République, il serait quand même protégé par l'immunité présidentielle. Mais je pense que le système, soit on met une marionnette, soit si on n'arrive pas à mettre une marionnette, ce que tu as dit avec toutes ces nominations, avec tout cet Oui. encadrement et le On sacré verrouille. état de droit, hein, on empêchera l'exercice du pouvoir politique par Alors, celui dont on ne voulait pas. j'ai. Oui. C'est extraordinairement dangereux. Alors, en tout cas, on voit déjà ces choses se dessiner. J'ai encore une question. J'aimerais bien avoir votre interprétation des faits. On a déjà eu Régis sur ce sujet, mais ça vaut le coup de le reprendre, surtout qu'il est question du PNF. Je sais que c'est son chouchou, le PNF. C'est cette tentative de perquisition menée par la brigade financière anticorruption de la police judiciaire de Paris à l'Élysée, qui a été refusée par les services de la présidence de la République. Vous savez, sur l'enquête sur les cérémonies au Panthéon. Il se trouve que les appareils de Bruno Roger Petit ont quand même été livrés lors de cette tentative de perquisition, mais au moins après il y a eu des remises de matériel. Et là, c'est intéressant aussi parce que Bruno Roger Petit est quand même proche, au moins de Brigitte Macron, Xavier Poussard. Alors, c'est une affaire qui concerne en fait des possibles surfacturations sur ce qu'on appelle les panthéonisations, qui sont devenues ces espèces de cérémonies Républicaine. républicaines dégoulinantes. Enfin non, mais Oui. c'est vraiment c'est très problématique quoi. C'est-à-dire que un régime qui s'effondre produit ces mythes avec en même temps et parce qu'il faut s'en mettre plein les poches Mm. des possibles surfacturations et donc le grand Manitou des panthéonisations, c'est un ancien journaliste sportif d'ailleurs puisqu'il était à Europe 1 Sport qui s'appelle Bruno Roger Petit et qui a été très proche de Perdriel et qui s'est mis dans la roue de Macron jusqu'à être nommé, il me semble, au départ porte-parole de la Porte-parole. présidence de la Oui, oui, tout à République. fait. Et en fait, il est dégradé au moment de l'affaire Benalla puisqu'il y a un énorme couac de communication. Et Oui. là,
il se planque Non, il devient comme conseiller mémoire, oui, c'est ça. conseiller mémoire, d'où les panthéonisations, dans l'aile Madame. C'est-à-dire qu'en fait, Brigitte Macron a ce bureau. Enfin, j'invite les auditeurs à aller voir la décoration dans l'aile Madame, et vous avez un petit escalier. Vous arrivez au bureau de Bruno Roger Petit, qui est devenu au fil du temps à la fois le confident de Brigitte Macron et une courroie de transmission essentiellement avec les médias du groupe Bolloré, à tel point qu'on craint quand même à l'Élysée que une fois le quinquennat terminé, une fois Macron parti du pouvoir, Bruno Roger Petit se mette à écrire, c'est-à-dire sur le modèle effectivement des verbatim de Jacques Attali, et balancer, surtout que il a un peu cette, enfin il résisterait pas, disons. Or, si la perquisition a été refusée à l'Élysée dans le cadre de cette enquête sur les Juste, pardon, je suis désolé, mais là, vous avez quand même dit un autre élément. Je sais que c'est pas directement notre sujet, mais une courroie de communication pour les réseaux Bolloré, juste pour les réseaux Bolloré. Et qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais c'est très public. C'est-à-dire qu'en fait, il a été, Régis pourra revenir dessus, chroniqueur chez Pascal Praud jusqu'à son arrivée à l'Élysée. Et la presse s'est fait souvent écho que c'était lui qui jouait l'intermédiaire quand il y avait des propos qui ne plaisaient pas à l'Élysée chez Pascal Praud, faisant le lien avec Geoffroy Lejeune, allant un déjeuner, je crois, avec Marion Maréchal avait été rapporté par la presse. Enfin voilà, il joue ce rôle-là parce que c'est quelqu'un, disons, qui peut arrondir les angles, on va dire. Et donc dans le cadre de cette enquête, l'appartement de Bruno Roger Petit, c'est-à-dire que si les enquêteurs n'ont pas pu entrer à l'Élysée, l'appartement de Bruno Roger Petit a bel et bien été perquisitionné, et son téléphone et ses ordinateurs ont bel et bien été saisis. Alors, qu'est-ce que vont trouver les magistrats? Qu'est-ce qu'ils cherchaient d'abord? Voilà, qu'est-ce qu'ils cherchaient précisément? Qu'est-ce qui potentiellement peuvent-ils trouver? Disons que sur ce flanc-là, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, mais j'ai toujours senti dans le personnage de Bruno Roger Petit, et Régis pourra peut-être conclure là-dessus, une sorte de destin historique malgré lui, quoi. L'homme qu'on n'attendait pas. Enfin, non, mais c'est un personnage étrange, c'est-à-dire l'importance qu'il a pris dans le régime, d'où il vient, etc. Enfin, c'est une sacrée anomalie. Il y a un sujet, comme on dit. En même temps, bon, on n'est pas à l'abri. Mais je pense qu'il est relativement en danger même. On n'est pas à l'abri de François Durand de Grossouvre, ce genre de destin, quoi. Bon, après c'est rapporté à Macron, quoi, évidemment. D'accord. Je voulais juste vous proposer, puisque on a fait à peu près le tour là, et on va aller vers la conclusion, de récupérer. Tout à l'heure, vous en parliez. Je trouve que quand même, il faut pas l'oublier. Donc la petite enquête corse dont on parlait tout à l'heure, avec ces deux pauvres, ce couple qui a rigolé dans sa description des impôts, en disant nous avons à notre charge, et Jean-Michel Trogneux alias Brigitte, etc. Et vous parliez de cet extrait qu'on avait pu voir sur BFM, avec je crois que c'est un responsable de com de l'Élysée qui explique que c'est quand même scandaleux, voilà ce qui s'est passé. Brigitte a découvert soudain en ouvrant sa feuille d'impôt qu'on avait usurpé son identité. On va passer cet extrait parce que c'est quand même dingue. Il s'appelle Tristan Baumet, voilà, c'est ça. C'est quand même dingue, et c'est grossier, je veux dire, comme mensonge. On sait tous que c'est pas possible. Donc ça vaut le coup d'avoir la source directe de cette information. Allons-y. À l'Élysée, dans le bureau de la Première Dame, c'est une découverte qui a semé un vent de panique. Madame Macron, comme beaucoup de Français, va consulter son espace personnel sur le site impôts.gouv.fr. Elle se connecte et elle voit dans la partie en haut à droite qu'il n'y a pas écrit Brigitte Macron, mais qu'il y a marqué Jean-Michel dit Brigitte Macron. Et donc là, vous avez, au-delà du haut le cœur, vous êtes totalement surpris. Tristan Baumet s'exprime pour la première fois. Il est le directeur de cabinet de Brigitte Macron et son plus proche collaborateur depuis 2017. Je refais la manipulation avec elle, je regarde, effectivement, c'est une partie qui est réservée à votre identifiant, c'est-à-dire votre identité, et c'est une partie que vous ne pouvez pas modifier. Madame Macron porte plainte avec son avocat pour savoir
en fait, pour qu'il y ait une enquête pour savoir d'où ça vient. Et donc les enquêteurs ont identifié 2 personnes. Et mon réalisateur me disait dans le casque que c'était les mêmes montages sonores un peu qu'une enquête criminelle. C'est assez bien fait, hein, on s'y croirait. Sauf que, et donc voilà, on a la pauvre Brigitte Macron qui découvre qu'on lui a changé son identité par une déclaration d'impôt. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. C'est du mensonge en direct. Pardon, j'assume là pour le coup. Je sais pas à quel moment vous voulez vous voulez dire que c'est pas propre pour la responsabilité, mais je le fais. Ce n'est pas possible. Mais c'est le concept d'exhibé caché. C'est comme quand on vous dit Castex sera-t-il le Medvedev de Macron? Alors vous lisez ça parce qu'en fait, comme il y a une gorafisation de l'information, c'est-à-dire que Oui. aujourd'hui, on a beaucoup de mal à savoir quand on lit les news ce qui relève de la parodie et ce qui relève de la vérité. Donc en fait, on est pris dans cette ambiguïté-là. Donc quand on dit Jean Castex sera-t-il le Medvedev de Macron? Bon, bah, en fait, on réagit même plus. Alors qu'en fait, le message est quand même très envoyé. C'est-à-dire, les cocos, on n'est plus en démocratie. Ouais. Hein, et c'est pour ça que je dis, quand on a certaines conversations avec des gens qui vous expliquent que 2027, finalement, le fruit est mûr, ça va tomber de l'arbre, et un tel sera à tel poste, etc. Je dis, regardez ce qui se passe, ils ont déjà tout verrouillé. Ils ont déjà tout verrouillé. Et c'est pour ça qu'il faut rester mobilisé et pas seulement s'appuyer sur l'étranger. Et c'est quand même agréable de savoir que dans une certaine mesure, on a des influenceurs américains de premier plan avec nous, on a des patrons de réseaux sociaux de premier plan avec nous. On n'est pas esselés, Seul, on a ouais. des leviers de médiatisation et donc il faut quand même maintenir une pression et pas s'endormir en disant bon bah on est à 1 an de la présidentielle et de toute façon dans 1 an il sera plus là. Ouais, et pour finir aussi et conclure, parce que je vois aussi des réactions qui me disent, mais aujourd'hui, pas forcément des gens très, genre très contents de cette émission. Oui, c'est très Mac People aujourd'hui. Et alors, ça m'a fait penser, et c'est intéressant d'ailleurs, pourquoi pas, on peut relever cette remarque. D'abord, bon, il me semble qu'on a quand même beaucoup parlé de procédures judiciaires, au contraire que c'était très technique et précis. D'ailleurs, je vous remercie pour ce travail, Xavier Poussard, et évidemment votre expertise, Régis. Mais je me rappelle d'une remarque que vous me faisiez quand on s'était rencontrés à Milan, Xavier, pour cette interview. D'ailleurs, je vous recommande à tous d'aller la voir. Et vous avez dit, mais l'affaire Brigitte, c'est une affaire qui mêle tout en fait. En fait, il y a un côté people, il y a un côté ultra judiciaire, presque technique. Il y a un côté, bah, le peuple contre l'élite, et peut-être même justement cette part un peu je sais pas, de l'homme nouveau dont on parlait tout à l'heure ou qu'on parlait dans d'autres sujets tout à l'heure, de ces nouvelle forme de religion, euh, de par occulte et de lumière. Enfin, donc il y a tout ça en fait dans l'affaire Brigitte. Et oui, il y a sûrement un côté people aussi, mais pas que. J'aimerais bien vous faire réagir là-dessus. Ben non, c'est une affaire qui touche à la question de la fabrication, du processus de fabrication des dirigeants de ce qu'on appelle les démocraties libérales avancées. Et ce système-là est à la fois combattu de l'extérieur, mais pas d'ailleurs pas par des ingérences, contrairement à ce qu'on dit, mais parce qu'en fait ce sont des modèles dits illibéraux, c'est-à-dire que ce soit chinois ou russe qui arrivent à plus de résultats, parce qu'en fait on peut avoir des planifications et organiser sans être soumis effectivement aux élections et aux mensonges démocratiques tous les 2 ans. Ou tous les 5 ans, etc., etc. Enfin, permanent en vérité, c'est-à-dire des hommes politiques qui sont systématiquement en campagne, dont on fait croire qu'ils ont le pouvoir alors que le pouvoir est Mm. exercé par d'autres. Donc, c'est dire que l'affaire Brigitte c'est une affaire people, c'est de même acabit de dire l'affaire Epstein est une affaire people, quoi. Mm. Voilà, ça n'a pas de sens. C'est une affaire systémique, c'est une affaire d'État. C'est reconnu d'ailleurs des 2 côtés de l'Atlantique. Le Télégraphe a fait un article pour expliquer que c'était l'affaire qui expliquait les relations transatlantiques. Derrière, il y a également, sans doute, et on le découvrira plus tard, la vente d'Alstom. Il y a sans doute nos relations complexes avec l'Algérie. C'est quand même pas rien. Et Attendez, mais c'est quoi quel est le lien entre la Brigitte Macron et l'Algérie là?
Si vous voulez, cette relation si particulière entre Emmanuel Macron et l'Algérie. Et on sait, quand on a avancé dans la vie de Jean-Michel Trogneux, dont on établit que c'est le nom de naissance de Brigitte Macron, qu'il a effectivement vécu en Algérie. Or, Brigitte Macron avait signifié aux autorités algériennes, ou en tout cas les autorités algériennes nous avaient signifié que Brigitte Macron avait fait ses études en Algérie. Oui. Bon, il n'y a pas de Brigitte Trogneux en Algérie, il y a que Jean-Michel. Donc on voit que Ce que vous voulez d'ailleurs dire, c'est qu'il y a un compromat qu'on est tenu par ce dossier. des journalistes, mais beaucoup de gens le pensent, et de façon et en particulier dans certains milieux séfarades issus de l'Algérie française, notamment Paul Amar, qui à chaque fois sur les plateaux de CNews essaye, on voit bien qu'il a envie de balancer le morceau. Mais il est toujours retenu. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle comment on appelle ça, un secret de polichinelle. Donc il y a les relations complexes avec l'Algérie, les relations complexes avec les États-Unis. De toute façon, on ne peut pas avoir à la tête d'un État comme la France de ce rang-là un président qui ne s'appartient pas à ce point-là, parce qu'on n'est pas sur Jacques Chirac qui avait une relation sexuelle avec une hôtesse de l'air qui était un agent du KGB. Je veux dire, on n'est pas du tout dans cette configuration-là. En gros, c'est du compromat puissance 10 et en Algérie et aux États-Unis. Et sans doute d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, comme le dit d'ailleurs elle-même Brigitte Macron, c'est la risée du monde, c'est une campagne d'humiliation mondiale. Bon si on se sent humilié, soit on s'explique, soit on se retire. Mais on n'en voit pas son neveu expliquer que c'est à cause des réseaux sociaux, parce que Mitterrand, on a su bien après pour sa prostate, quoi. En gros, c'est ça qu'il explique. C'est à cause des réseaux sociaux, parce que Mitterrand, on a su après. Parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, voilà. Donc c'est pas people, c'est une affaire d'État. D'ailleurs, qui est comparée, y compris par des gens qui se présentent comme mes adversaires, comme un dossier historique, puisque je voyais que Christophe Barbier comparait ça à l'affaire Markovic, c'est-à-dire les affaires ayant touché l'épouse de Georges Pompidou, et dans les milieux maçonniques, on compare ça aux libelles pré-révolutionnaires qui visaient Marie-Antoinette. Donc quand on connaît dans les milieux maçonniques et l'importance de la Révolution française, c'est vraiment, moi je le prends comme un compliment en tout cas. Voilà les amis, nous sommes parvenus au thème de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.